Salut à tous, alors Mythic Battle, ça doit vous parler parce que c'est un jeu qui a déjà une belle carrière derrière lui. Là, c'est la boîte de Ragnarok. Donc Ragnarok, c'est un Kickstarter qui a déjà eu lieu. Le jeu a déjà été livré. Donc l'exemplaire que je vais vous montrer là, c'est vraiment un exemplaire définitif. Alors pourquoi on en reparle maintenant? C'est parce qu'il va y avoir Isfet. Donc Isfet qui est le prochain Kickstarter. Ça sort aux alentours du 4 juin. Donc il y aura aussi à cette occasion-là la possibilité de vous reprocurer Mythic Battle version Ragnarok. Là, c'est la version nordique. Donc, dans cette première vidéo, je vais vous présenter rapidement Mythic Battle. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va regarder, on va faire l'unboxing des figurines magnifiques, je tiens à vous le dire, de Ragnarok. Et puis, dans une prochaine vidéo, on regardera les particularités d'Isfet. Bon allez, si vous avez raté Mythic Battle jusqu'ici, je vous explique très brièvement le système de jeu, c'est de l'affrontement, c'est-à-dire que vous allez avoir votre armée que vous allez constituer au début de la partie, donc vous allez pouvoir drafter les unités sont un petit peu à tout le monde, vous choisissez votre dieu tutélaire, c'est celui qui va vous représenter, et après, deux façons de gagner, soit vous tuez le dieu adverse ou le titan adverse, soit vous réussissez à récupérer 4 pierres de pouvoir, 4 runes dans cette version de Mythic Battle, et vous avez directement gagné la partie. Après, vous avez un terrain avec des zones, vous déplacez en fait vos unités de zone en zone, vous avez des dés pour réaliser vos combats, vos unités ont des points de vie, alors quand c'est les troupes de base, simplement, vous allez perdre des figurines, parce que c'est des unités de figurines, et quand vous avez votre dieu, votre monstre, eh bien en fait, vous allez avoir une fiche sur laquelle vous allez baisser à chaque fois, au fur et à mesure, jusqu'à disparaître et être complètement éliminé. Voilà, donc c'est assez rapide, la façon d'activer aussi, oui, il faut que je vous en parle quand même rapidement, c'est avec des cartes, ces cartes-là qui vont représenter des actions possibles. Donc si vous n'avez pas la carte en main, vous ne pouvez pas jouer telle unité. Donc même si vous avez votre dieu qui est sur le point de ramasser une pierre, si vous n'avez pas la carte de votre dieu, vous n'allez pas pouvoir la jouer. Donc bien sûr, il y a des petites combines pour aller tutorer, si vous jouez à Magic, pour aller chercher dans votre deck les cartes qui vous manquent. Mais ça va vous coûter bien sûr des ressources. Voilà, ça c'était pour la présentation. Je ne rentrerai pas plus loin dans les règles parce que je vais vous faire une vidéo dédiée d'apprentissage pas à pas, vraiment pour vous expliquer les règles avec Isfet. Et cette vidéo devra arriver dans une dizaine de jours. Alors comme vous le voyez, la boîte elle est déjà immense et encore, il y a deux boîtes. Donc là on va regarder la première boîte. Cette boîte là, elle est multilingue, vous avez et le français et l'anglais à l'intérieur. Donc ça peut être pratique si par exemple vous avez envie de faire une partie avec votre ami, avec vos amis, puis voilà, vous vous prêtez chacun le bouquin. Il y en a un qui prend le français, l'autre qui prend l'anglais. D'abord celui qui parle anglais. Donc vous avez les deux systèmes de règles. Ensuite vous avez le scénario book. Donc scénario book, c'est là où vous allez avoir les missions spécifiques parce que vous avez un mode campagne. On va le regarder en détail. Pour l'instant, je vous unbox l'ensemble et puis des fiches récapitulatives. Et comme c'est malin, vous en avez deux. Vous avez une pour chaque joueur. Et honnêtement, une fois que vous savez ça, vous savez parfaitement jouer. Et je pense même que passer la première, deuxième partie, l'aide de jeu est vraiment superflue. Il y a vraiment que quand vous avez des mots-clés, en fait, vous avez directement cette fiche ici. Alors, c'est un papier un petit peu, c'est du carton. C'est même pas du papier, c'est du carton. Donc, ça ne va pas s'abîmer. Et puis là encore, le fait de l'avoir dans les deux langues, ça vous permet d'avoir du surplus. On ne sait jamais si le café renversé, on connaît. Donc là, ça vous fait une petite sécurité. Donc une fois qu'on s'est débarrassé des notices, on arrive aux figurines. Donc figurines qui sont protégées dans des éléments en carton. Donc on est parti pour le premier niveau. Alors on est sur deux jeux avec beaucoup de figurines, là il y a vraiment de quoi faire, donc vous en avez pour votre argent, et ce qui fait vraiment plaisir, c'est la qualité des figurines. Alors il y a plusieurs choses déjà quand on va regarder en fait les lances, les choses comme ça. Alors bien sûr c'est souple, c'est-à-dire que ça ne va pas casser, ça c'est en fait l'alliance entre quelque chose de souple pour pas que ça casse et de suffisamment réside pour que quand vous sortez en fait les figurines, elles ne soient pas toutes tordues. Alors comme vous voyez, les figurines sont dans un thermoformage, donc ça c'est pratique parce que ça optimise un espace de rangement. On pourrait pas les mettre vraiment beaucoup plus tassées. En plus, ça les protège, donc même si vous les avez peintes, il y a peu de chances qu'elles puissent s'abîmer. Par contre, l'inconvénient, vous le savez sans doute, c'est que si vous enlevez toutes vos figurines, après, c'est peut-être un petit peu compliqué de se rappeler où vont les figurines. Donc en dessous des figurines, vous avez toujours en fait un petit numéro. Là, par exemple, 3T05. La combine, elle est extrêmement simple. C'est vous prenez un petit marqueur indélébile et vous écrivez au plastique 3T05. Comme ça, après, vous savez où vont se ranger directement les figurines.
Alors là, on va commencer avec les figurines de troupes. Les figurines de troupes, c'est tout simplement celles qui vont être le plus nombreuses. C'est là où vous allez trouver des figurines identiques, au maximum 5, pour représenter une unité de 5 fois cette troupe-là. Alors, on peut trouver ça un peu répétitif, mais honnêtement, la moyenne, c'est plutôt 3 à 4. Il y en a quelques-unes qui sont à 5. C'est pas très déplaisant. Il vous suffit de changer quelques petites couleurs, faire une tunique un petit peu différente. Et puis, honnêtement, ça passera assez bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la qualité des figurines, elle est vraiment au-dessus de ce à quoi je m'attendais. Moi j'ai l'habitude des jeux, bon vous voyez un petit peu des choses à la Zombicide, Massive Darkness, un shit des concurrents, mais avec des qualités de figurines, avec une finesse qui est vraiment moins présente. Là on a des choses alors qui sont plus creusées. En fait on sent que la définition quand même de la figurine a progressé. Alors après peut-être que c'est le cas maintenant de toutes les nouvelles productions, mais c'est vrai que là je sens vraiment qu'on se rapproche de plus en plus de ce qu'on peut trouver dans le haut de gamme du jeu de figurines. Donc vous le voyez, alors après c'est des figurines qui sont pré-montées, vous n'avez pas de travail de collage à faire, ni de débarbage. L'inconvénient de ça, c'est que vous avez toujours ce côté un petit peu, on sent qu'il y a un mouvement de lecture en fait. Vous voyez, il y a un plan dans lequel les figurines sont sculptées, mais c'est pour justement permettre d'avoir des figurines qui se démoulent facilement, qui sont monoblocs. Et si vous voulez des figurines vraiment beaucoup en 3D, eh bien ça devient plus compliqué parce qu'il faut mouler les parties différemment, il faut les recoller après, donc forcément ça demande de la manutention, ça fait augmenter les prix, et là je trouve que l'équilibre est quand même plutôt bon parce que il n'y a aucun moment où on se dit cette figurine elle date d'il y a 10 ans, non, on est vraiment sur des très belles figurines. Donc si vous êtes un peintre, vous allez pouvoir y trouver votre goût parce que comme les figurines sont bien définies, eh bien vous allez savoir exactement où placer vos couleurs. J'ai pas vu de zone vraiment pas très définie, c'est-à-dire que parfois on a des figurines où on a un petit doute, on se dit est-ce que c'est la sacoche, est-ce que là c'est le fourreau de l'épée, ou alors est-ce que c'est son bras, est-ce que c'est une manche, est-ce que c'est de la peau ou pas. Donc voilà, là on est à l'essentiel. Alors il y a du détail quand même, ça c'est clair, vous pouvez le voir, mais je pense pas qu'ils sont tombés dans la surenchère et la débauche de détails pour le détail. Des fois, on voit ça, ça vous facilite pas le travail de peinture et ça vous fait perdre du temps parce que forcément, vous avez plein de couleurs à mettre différentes. Et puis, pour gagner du temps, un petit peu, surtout sur des troupes, par exemple, on aime bien que les zones soient facilement identifiables, qu'il n'y ait pas 50 000 textures différentes pour pouvoir les peindre avec un schéma de couleurs assez efficace. On a vraiment une belle dynamique sur la figurine, ça peut très bien s'utiliser si vous refaites du jeu de rôle derrière, peut-être vous avez envie de trouver des figurines qui ressemblent à vos personnages ou qui ressemblent à des antagonistes. Là, franchement, vous en avez pour votre argent, même si vous divisez le prix pour le nombre de figurines. Si vous aimez le côté nordique, mythologie nordique, vous l'avez deviné avec Ragnarok, vous êtes plutôt bien placé. En tout cas, ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'on a une série de figurines très homogènes. Parfois, ce qui va se passer, c'est que vous avez le héros, allez, on a payé le meilleur sculpteur, on y a passé un peu plus de temps, et puis les troupes de base, on y a passé un peu moins de temps, c'est quelque chose qui est laissé pour peut-être le sculpteur débutant, le petit stagiaire du coin. Non, j'exagère bien entendu, mais en tout cas, là je trouve que c'est très homogène. On peut à la limite presque pas, hormis la taille des dieux et puis des titans, mais entre les héros et puis les troupes de base, parfois on vous met deux figurines côte à côte, vous savez pas lequel est lequel. Et ça, je trouve que c'est très plaisant sur la sculpture et puis sur l'aspect du jeu, parce que c'est un jeu de figurines. Clairement, il faut aimer le jeu de figurines pour jouer à Mythic Battle. C'est de l'affrontement, donc évidemment, avoir des jolies figurines plutôt que des pions en carton, ça transcende en fait votre partie, vous vous projetez beaucoup plus. Vous voyez par exemple sur ce héros, je trouve que la sculpture du visage est vraiment tip top. En plus, il n'y a pas de ligne de moulage disgracieuse qui vient se positionner à un endroit déplaisant, comme typiquement le visage. Ça, on peut le voir des fois. Combien de fois, malheureusement, on a la ligne de moulage qui passe sur le visage. Bon, pour l'enlever, c'est un petit peu compliqué. Puis ça casse complètement la dynamique de la figurine. Là, vraiment, je la trouve extrêmement réussie. En plus, vous voyez, il n'y a pas énormément
énormément de détails, donc je pense qu'on peut la peindre assez facilement et puis se faire plaisir sur quelques petits éclaircissements. Si c'est pas votre tasse de thé la peinture, eh bien simplement avec des techniques très simples comme la contraste. Tenez, je vous remets le lien vers une vidéo tuto que je vous ai fait. C'est extrêmement simple à peindre, vous faites une seule couche et c'est la peinture qui va aller dans les creux. Et typiquement avec une sculpture aussi profonde, aussi bien marquée que ce qu'on a là, eh bien la peinture va être facilitée et vous pouvez vraiment faire popper vos figurines, les rendre beaucoup plus sexy. Et vous verrez que si vous n'avez jamais joué avec des figurines peintes, prenez la peine, testez un petit peu sur une ou deux figurines. Même si vous avez peur, dites-vous que le temps que vous allez passer dessus, forcément, elle va être mieux que si elle n'était pas peinte. Et puis dans le pire des cas, il y a toujours des techniques en plus pour décaper les figurines sans risquer de faire fondre la figurine. Donc ne vous inquiétez pas et puis ne passez pas à côté parce que c'est vrai que c'est aussi un plaisir. Il y a des tas de gens qui trouvent vraiment du plaisir dans la peinture de figurines. Donc ensuite on va passer aux autres figurines un peu plus grosses et là c'est, je pense que c'est ce qui peut vous donner envie typiquement de jouer à Mythic Battle parce que là on a des figurines vraiment originales, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est de la mythologie nordique donc c'est pas forcément quelque chose qu'on va retrouver très souvent. Là on a des petites scénettes, vous voyez cette scénette, c'est un petit diorama à elle seule. Après je pense qu'on peut l'utiliser très facilement comme pion objectif dans d'autres jeux ou même comme petite décoration. Franchement les figurines, moi elles m'ont impressionné de par l'originalité de la sculpture qu'on peut avoir sur certaines figurines et puis le look. Voilà. Alors après on est plus ou moins habitué à la mythologie nordique mais voilà. Donc ces grosses figurines là, eh bien on n'a plus le côté alors j'aime pas dire 2D mais vous voyez un peu pressé comme on avait avec les figurines qui étaient vraiment monobloc. Là on voit qu'elles sont moulées en plusieurs parties et qu'après ces parties là sont assemblées les unes avec les autres. Il le faut sur des grosses figurines comme ça vous permet bien d'avoir un très beau volume en 3D, c'est-à-dire que vous voyez quand on tourne autour de la figurine, eh bien on n'arrive pas à trouver son axe de moulage et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas avoir cette figurine un petit peu pressée, un petit peu comme ce que vous faites avec de la pâte à modeler quand vous avez un moule, la face avant, la face arrière, et puis le côté c'est un petit peu moins la fête. Là on a vraiment un rendu très en volume avec toujours plein de détails, quel que soit l'angle sur lequel on va regarder la figurine. Alors ne vous étonnez pas pour l'échelle parce que forcément on va avoir des héros, des dieux, des titans, donc c'est un choix qui a été fait de représenter justement ces personnages-là, ces monstres avec une taille plus impressionnante et puis ça permet une très bonne lecture de jeu et puis surtout de se faire plaisir parce que là encore une fois, même pour la peinture, je pense qu'il y a des gens qui ont pris ce Mythic Battle, ne serait-ce que pour récupérer les figurines et se faire plaisir sur la peinture. Donc voilà, vous allez retrouver les dieux de la mythologie nordique, les créatures mythologiques, le loup Fenrir, tout ce genre de choses, et avec, encore une fois, là que je vous l'ai déjà dit, mais une très belle sculpture. Vous le voyez de toute façon, je pense que depuis le temps que vous voyez les différentes figurines tournées, vous vous rendez compte de la précision de la sculpture et surtout de la précision de la gravure qui est retranscrite avec les figurines que vous avez, parce que parfois on a des rendus 3D quand on est sur un Kickstarter, quand vous recevez vos figurines, vous dites tiens je la voyais pas comme ça la figurine, alors que là vous avez le contenu réel de ce que vous allez commander étant donné que c'est un exemplaire définitif. Donc tout ce que je vous montre là c'est exactement ce que vous allez recevoir. Donc voilà, vous avez des après maintenant que dire hormis parce que là je me suis déjà assez exprimé, il y a tellement de figurines à montrer que c'est un petit peu dur, mais toujours vous voyez ce côté très aérien. Je pense qu'il y a des gens qui vont choisir leur dieu, leur personnage principal à jouer, ne serait-ce que par leur look plutôt que simplement par les règles. Alors après bien sûr, une fois que vous aurez fait beaucoup de parties, peut-être que justement, je sais pas, quoique plus le temps passe, plus vous allez vous dire tiens j'aime vraiment ce style de jeu là, ou alors peu importe, ils sont tous équilibrés, je préfère celui-ci parce que c'est vraiment mon personnage que je trouve le plus joli. Alors tout ce qui est assez sympa, c'est que sur le loup Fenrir, en fait, vous avez deux têtes, une avec l'épée et une autre sans l'épée. Donc comme ça peut représenter en termes de jeu avec la figurine, est-ce qu'il a l'épée ou pas. Donc voilà, ça c'est la seule petite modularité qu'on a. Mais après c'est sympa, puis on se dit, bon après il n'y a pas vraiment la place de rajouter d'autres éléments, mais on se dit, tiens ça serait sympa comme ça de pouvoir changer les équipements au fur et à mesure. Et puis vu que ça se fait bien là, on peut dire que ça pourrait se faire
sur d'autres. Voilà, en tout cas, toutes les figurines, encore une fois, sont très rigides. Vous voyez, quand on a les doigts ici, ça ne va pas plier. Les lances ici, elles plient un petit peu, mais elles restent rigides. Donc, on refait un petit tour rapide des plus belles figurines, et puis après, on passe au reste de l'unboxing. Alors je vous fais un rapide petit tour du livret de règles, mais rappelez-vous que vous aurez une vidéo spécifique qui sera faite avec la boîte disfaite pour vous apprendre pas à pas à jouer. Donc c'est pour ça que là, je ne rentre pas dans les règles. Donc vous avez au début une petite introduction en termes de lore, en termes de fluff, qui vous explique un peu l'historique. Et puis vous avez toutes les grandes références nordiques. Vous avez la présentation du matériel de jeu, des règles un petit peu spéciales, comment on lit le tableau de bord des créatures, des unités, les petites capacités spéciales, les cartes, les runes, voilà. Donc c'est assez clair, voilà, tout est assez bien expliqué. Il y a des points clés, bon, il y a des schémas quand il y a besoin. Vous voyez, c'était vraiment l'explication sur les lignes de vue. On voit qu'on peut voir ou ne pas voir s'il y a une croix rouge, donc c'est assez clair, c'est assez explicite. La petite chose qui fait la particularité de Mythic Battle, si vous avez déjà joué, c'est bien sûr le système de dés. Ça, je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo, mais très rapidement, vous pouvez utiliser des dés pour booster des résultats. Voilà, c'est assez original et assez tricky, parce que si vous faites une phase vierge, votre dé est perdu. Donc il y a toujours la sensation de se dire, allez, on va être gourmand, mais on se dit, on sait jamais, on a une chance sur 6 que toute l'attaque soit perdue. Donc voilà, vous avez après l'explication de tous les décors. Donc ça, il y a des tas de jeux qui pourraient s'en inspirer, parce que vous voyez, vous avez à chaque fois, si on prend l'eau, est-ce qu'on peut se déplacer dedans? Oui ou non? Est-ce que c'est un obstacle? Non ou oui? Est-ce qu'il y a des éléments 3D? Oui ou non? Et puis les effets, tout simplement. Donc c'est assez clair. On a une belle illustration aussi. Et puis voilà. Donc voilà, un petit livret de règles qui se lit assez bien. Et puis après, vous avez les modes de déploiement suivant le nombre de joueurs, parce que vous pouvez jouer de 2 jusqu'à 4 joueurs. Et puis après, ce qui est aussi très intéressant, c'est le petit livret de scénario. Donc ce livret de scénario, qui s'appelle en fait des sagas dans Ragnarok, eh bien c'est tout simplement une mini-campagne. Donc vous avez 3 sagas dans ce livret-là, et chacune des sagas est constituée en fait de plusieurs missions. Donc à chaque fois, vous avez la façon dont vous allez faire votre déploiement. Donc c'est peut-être une armée qui va être imposée, c'est peut-être une armée où vous allez pouvoir choisir. Il peut y avoir des unités neutres. Et puis voilà, en fonction de ce qui se passe, suivant qui va gagner, vous avez des conditions de victoire différentes. Ne le lisez pas si vous voulez vous garder la surprise. Et puis voilà, cette première-ci est en 3 parties. Après, voici une autre saga, le Père absent, donc avec une direction artistique qui est quand même vraiment assez soignée. Moi, j'aime vraiment bien l'ambiance qu'il y a. C'est assez clair. Tout de suite, on comprend un petit peu ce qui se passe. Et puis voilà. Alors, sachez aussi que ces missions-là, vous avez la possibilité de les faire même si vous ne jouez pas en mode campagne. C'est-à-dire que vous avez envie de faire une mission one-shot, juste une petite partie comme ça, vous pouvez prendre une de ces missions-là. Voilà. Donc, bien sûr, si la personne avec qui vous allez jouer n'a jamais joué au jeu, c'est peut-être un petit peu compliqué de partir dans une mission spéciale. Mieux vaut faire une petite mission assez classique pour que la personne puisse se familiariser tout simplement avec les règles. Bon, après, bien sûr, si vous l'avez envoyé regarder une vidéo d'Iggy TV, il sait jouer, donc oui, là, vous pouvez y aller. Alors, je vous l'ai dit, vous avez 2 boîtes. Ça, c'est la Storage Box. Donc voilà, elle plus sobre au niveau du design. En tout cas, eh bien, avec un contenu qui va être très soigné, vous allez voir. Alors quand je vous dis que c'est très soigné, c'est parce que le thermoformage ici est remplacé par un plastique, mais un plastique feutrine. J'avoue que j'ai jamais vu ça en fait, donc je sais pas si c'est quelque chose qui se fait souvent, mais en fait c'est hyper doux à toucher, c'est soyeux en fait. Si vous êtes adepte de l'ASMR, je pense que vous pouvez vous faire plaisir, mais en fait c'est pas... Enfin, je sais pas comment vous décrire ça, c'est super
dur hein, de vous décrire le toucher de quelque chose en vidéo, j'ai jamais eu à le faire jusqu'à présent, mais c'est vrai que c'est très agréable. Et moi, j'aime pas en fait les choses qui sont un petit peu rêches, et là, franchement, c'est super doux. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Bien sûr, vous allez avoir les plateaux de jeu. Donc, les plateaux de jeu, on va les regarder en détail maintenant. Donc, 2 plateaux de jeu recto-verso, ce qui vous fait 4 plateaux de jeu différents. Et ouais, vous êtes malin. Donc, ça va être difficile pour moi de vous les montrer dans leur ensemble. Mais en gros, vous avez ces zones-là qui délimitent eh bien, les zones de terrain. Vous avez après le symbole qui est ici, qui détermine le type aussi de terrain. C'est-à-dire que bah, là, évidemment, on voit que c'est une forêt. Mais l'icône ici vous rappelle que c'est une forêt. Des fois, que ce soit un petit peu, bon, voilà, pas forcément explicite. Vous avez des types de bâtiments, etc. Je rentre pas tout de suite dans les règles parce qu'on verra ça dans la vidéo dédiée, mais en gros, dites-vous simplement que si vous vous occupez des lignes de vue, et bien simplement vous tracez une ligne entre les points qui déterminent les zones, et puis ben voilà, comme ça, si vous passez à travers un rocher, un terrain franchissable, là en l'occurrence, il n'y en a pas ici, et bien voilà, vous savez que votre ligne de vue est coupée, mais on va regarder par exemple de l'autre côté, je vais forcément trouver un. Donc là voilà, sur celui-ci, là bah, vous avez ces rochers-là vont bloquer en fait les lignes de vue. Là vous avez une coulée de lave, vous voyez c'est assez bien fait, hein. Le design est assez propre en fait, sans être forcément trop surchargé. Donc ça évite que ce soit trop touffu et qu'on ne s'y repère pas. On est bien en tout cas dans la mythologie nordique, hein, voilà, avec les petites runes qui sont présentes ici, le côté feu-glace qui est assez sympathique, et puis des zones d'arbres quand même un petit peu sur les côtés. On va regarder le 3e plateau. Donc sur ce 3e plateau, bah là vous avez vraiment hein, du vrai terrain infranchissable, hein, vous voyez, avec les lignes rouges qui le séparent. Donc là on ne peut pas grimper dessus, parce qu'on pouvait grimper tout à l'heure sur le rocher, là on ne pourra pas. Cette zone-là, c'est pareil, infranchissable, et puis comme je vous disais, les lignes de vue, simplement, vous faites un trait d'une zone à l'autre, et si votre trait passe par un trait rouge, eh bien, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas tracer de ligne de vue, même si, en vous disant, bah tiens, si j'étais sur un côté, etc., ça pourrait. L'intérêt, c'est que ça va vraiment faciliter en question, des questions de jeu, en fait, parce que parfois, dans les jeux de figurines, on est là, on dit, ouais, attends, est-ce que je te vois ou pas avec le décor, je sais pas, ouais, mais regarde, si on se met ici. Là, c'est très simple, vous tracez un trait, ça facilite vraiment le jeu, et ça, c'est toujours très plaisant. Et enfin, le 4e plateau qui est pour moi mon préféré. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance très sombre qu'il y a en plus avec les effets de lumière. Là, vous voyez en fait, vous avez ce bâtiment. On voit en fait avec son ombre. Ça, c'est très malin parce qu'en fait, quand on n'a que cette zone-là, on n'imagine pas à quoi ressemble le bâtiment. Et en fait, le fait d'avoir l'ombre, eh bien tout de suite, vous avez l'impression que le bâtiment est juste là. Là, c'est pareil avec ces dolmens là qui sont dressés avec leur ombre. C'est vraiment sympa. Bon, il y a un petit peu de sang, ça s'est mal passé. Et puis, vous avez la proue, hein, comme ça, du bateau, qui est vraiment assez incroyable. Alors, si on continue, eh bien, on arrive au cœur du stockage de tous les éléments. C'est hyper bien pensé, c'est bien pensé parce que donc vous avez les cartes qui vont pouvoir se positionner ici. On peut les rentrer avec des protège-cartes. J'ai pas encore vérifié, mais on m'a assuré qu'avec les protège-cartes, ça rentrait. Et puis ici, en fait, vous allez pouvoir classer les différentes fiches de personnages. À noter que vous avez en fait des fiches qui peuvent être un petit peu plus grandes et c'est prévu parce que vous avez en fait un petit renfoncement ici, là. Alors, je ne sais pas si on le voit ici, mais là, vous avez un petit renfoncement. Vous voyez ici, là, la carte, et en haut, elle dépasse. Et puis après, vous avez le petit renfoncement. Et voilà, c'est formidable. Vous avez aussi le contenu, comme ça. Donc, si à un moment donné, vous dites, bah tiens, est-ce que j'ai pas perdu des cartes? Combien il y avait de cartes? Ben voilà, vous avez 35 cartes Art of War, par exemple. Donc, ça vous permet de les recompter. 39 tokens. Est-ce qu'il y en a un tombé par terre? Et oui. Et là, même chose de l'autre côté. C'est là où on voit que c'est bien pensé et que c'est bien réfléchi. Alors, je vous montre les dés que je trouve particulièrement sympa parce que, bon, ok, ils sont bleus, j'adore le bleu. Et puis, ils ont un petit effet givré, en fait, vous voyez. On a l'impression, bah, justement, d'être dans les glaces. Donc, voilà. Alors, ensuite, vous avez les runes. C'est extrêmement important dans le jeu parce qu'une des façons de gagner, c'est justement de faire manger ces runes, enfin, de faire absorber ces runes par votre dieu ou par votre titan. Donc, ensuite, vous avez, eh bien, ces pierres, hein, qui sont des éléments de terrain, et puis bah, vous voyez, elles sont vraiment bien gravées, hein, donc vous pouvez
passer un petit coup de peinture dessus, un petit coup de lavis, et franchement, très rapidement, à mon avis, vous allez avoir quelque chose de très plaisant, parce que justement, la sculpture est plutôt précise. Alors, je vous montre aussi les arbres, sachant que vous en avez plus dans la boîte de jeu. Donc voilà, c'est pareil, ça permet d'avoir de la 3D justement, et puis de se rappeler aussi facilement que vous êtes dans une zone boisée. Alors une des premières étapes quand vous recevez le jeu, c'est de construire en fait vos fiches. Donc vous avez ces petites grilles de lecture, vous les mettez ici, et après vous avez ces petits taquets qui sont dans un caoutchouc assez souple, vous venez les insérer sur le côté. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est que forcément ça va donner un petit peu de friction, on peut gérer un peu la profondeur, la force, et puis après vous voyez comme ça, hop, vous pouvez directement déplacer et vous avez les caractéristiques de votre personnage, de votre équipe, de votre unité qui vont changer en fonction des points de santé. Là, vous voyez à droite, c'est les points de santé. Quand il est à la fin, forcément, il a moins de compétences, moins de facilité à agir. Mais vous voyez, ce système-là est très bien fait. Ça permet de faire évoluer sans devoir utiliser en fait des tokens autres en disant tiens, je mets des blessures ici. Rappelle-toi là maintenant, il a cette autre fiche. Je trouve que ce système est extrêmement simple parce que vous avez beaucoup d'informations qui sont présentes ici sans que ce soit compliqué à gérer. Allez, je vous montre quand même quelques cartes pour voir un petit peu le niveau de design. Moi, j'aime vraiment beaucoup les artworks, là, vous voyez, avec le travail des couleurs, des lumières. Je trouve que c'est vraiment super. Donc, vous avez toutes les informations qui sont présentes ici. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de difficulté sur le jeu. Je trouve que c'est un jeu qui va se jouer assez facilement. Voilà. Donc, vous avez vos différents personnages. Alors, allez très vite. Vous avez les différents traits ici. Ça, c'est les mots-clés qu'on va retrouver un petit peu tout le temps. Ici, leur capacité, voilà. Ça, c'est le coût en points. Donc là, va coûter 6 points. Là, ça va coûter 4 points. Suivant la couleur, ça va être le type d'unité entre des troupes, des héros, des dieux, des titans. Voilà. Donc, vous allez avoir 39 tokens voilà, qui vont représenter soit des éléments de scénario. Vous voyez, par exemple, les coffres, quand vous les retournez, vous n'avez pas la même chose derrière. Des personnages voilà, à retrouver. Et puis, des pions qui sont en rapport avec les capacités de vos unités. Donc voilà. Alors je vous ai fait l'état avec les différentes cartes que vous allez avoir. Donc vous avez beaucoup de cartes Act of War. Donc ça tout simplement c'est des cartes qui vont être des cartes bonus, des cartes de runes, c'est toutes les mêmes. Si vous êtes très bon en mythologie nordique et ou autre, vous vous dites mais tiens Hélène 2-3, je me rappelle pas l'avoir vu quand même de la mythologie nordique. Pourquoi? Eh bien parce que là vous avez en fait un petit bonus si vous avez Mythic Battle Panthéon. Donc qui était bien sûr sur le Panthéon avec les dieux, voilà, donc Hélène de Roy, Cassandre, Patrocle, Ariane, Otéré et Dédale. Et en fait, ces cartes-là, c'est tout simplement des améliorations d'unités. Ça, c'est une nouveauté qu'on a dans Ragnarok, qu'il n'y avait pas dans Panthéon. Et puis, voilà, pour pas que les gens se disent, tiens, c'est dommage, j'aurais bien aimé, ils y ont pensé. Vous avez des cartes qui permettent d'améliorer vos troupes de base si vous avez le jeu Panthéon. Si vous l'avez pas, vous avez déjà un petit début du jeu, donc il suffit peut-être de se le reprocurer, je sais pas. Donc de ce fait, justement, ces cartes, ce sont les cartes de Jarl. Donc c'est des cartes d'amélioration, ça coûte 1 point de recrutement, et puis vous venez rajouter à une unité, et vous voyez après, vous avez cette troupe gagne le talent bloqueur. Voilà, c'est des améliorations d'unité, ça permet comme ça de personnaliser un petit peu votre route. Ensuite, ça, c'est des cartes Futhark. Alors ces cartes Futhark, ce sont simplement des cartes bonus. Alors celles-ci, elles sont justement non multilingues, parce qu'on ne doit pas savoir ce qu'il y a au dos, alors que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, toutes les autres cartes sont recto-verso, avec d'un côté en VO, de l'autre côté en version originale en même temps, si c'est un jeu français, c'est ça, la VO, la VF, c'est pareil, donc en anglais ou en français, voilà, pour une fois qu'on peut le dire. Et puis là, par contre, ces cartes-là, comme on va les piocher au hasard, on ne doit pas les révéler à l'adversaire, il ne faut pas qu'il puisse lire et ni reconnaître en fait les symboles. Donc vous avez toutes les runes, et puis à chaque fois, les effets. Donc ça va être spécifique pour jouer en mode campagne, donc en mode saga. Alors après, vous avez une énorme quantité de cartes, donc ça c'est tout simplement les cartes d'activation des unités. À chaque fois que vous avez des unités, vous avez le nombre d'occurrences de la carte, donc là par exemple celle-ci est présente 3 fois, vous avez 3 cartes, et puis au fur et à mesure quand vous allez les piocher, ça va vous permettre d'activer justement ces unités. Donc là c'est cool parce que vraiment le design, encore une fois, je trouve que le travail sur les lumières, sur les artworks, sur la direction artistique, c'est vraiment très plaisant, et avoir ces grandes cartes comme ça avec pas de texte, juste les cartes d'activation, c'est vraiment agréable en fait à avoir en main pour se projeter justement dans un univers, dans cet univers là. Et ensuite
Ensuite, les différentes cartes d'unités que vous avez là, elles sont utiles uniquement dans la phase de draft, parce que ça va être un jeu de draft, vous allez sélectionner des unités. Les unités ne sont pas forcément toutes attachées à un dieu, on peut faire des mélanges, on peut chercher à optimiser ou à créer des styles de jeu. Et pour éviter d'avoir les grosses fiches en carton pour faire votre draft, là vous pouvez directement comme ça avoir votre paquet de cartes, aller assez vite, vous avez toutes les informations qui vous sont rappelées, et puis vous avez le coup en point ici, donc comme ça ça va assez vite, et ça prend pas beaucoup de temps, et surtout pas beaucoup de place. Et puis enfin la dernière chose que vous allez avoir, c'est tout simplement des intercalaires, donc voilà, tout simplement vous mettez, hop, Titan en avance, donc là il n'y en a pas énormément beaucoup, après les dieux, clac, on va mettre les dieux, vous les reconnaissez avec le code couleur, mais comme ça, ça vous permet de les classer, puis vous voyez, il y a largement la place de les mettre avec intercalaire. Voilà, c'était l'unboxing de Mythic Battle Ragnarok, un jeu qui est déjà disponible. Je vous rappelle que vous allez avoir la sortie d'Isfet, qui est la version mythologico-égyptienne, et que tous les jeux sont compatibles. C'est-à-dire que si vous avez Panthéon, c'est compatible avec Ragnarok. Si vous avez Isfet, c'est compatible aussi. Tous les trois sont compatibles ensemble. Vous pouvez même mélanger les unités. Si le côté historique, mythologique, ça, vous faites fi un petit peu de la logique d'avoir ces univers un peu qui se mélangent. Après, on peut imaginer une sorte de cataclysme où tout justement les univers sont en duel. Et puis, si ça vous plaît, vous pouvez mélanger vos boîtes. Ça vous donne des possibilités vraiment assez énormes pour jouer. Les parties vont être vraiment différentes parce que vous n'avez pas votre liste d'armées qui est déjà faite, mais vous allez vraiment drafter les unités. Et le draft, je vous promets que c'est une des façons les plus sympathiques de jouer parce que vous avez toujours l'idée de se dire tiens, j'ai envie de prendre tel personnage, oui, mais je sais que lui va prendre celui-ci, est-ce que je le prendrai pas pour l'embêter? Mais si je fais ça, peut-être que lui, à son tour, il va prendre le personnage que je voulais, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le bluffe? Est-ce que je le prends pour l'embêter alors qu'au final, lui, il se dit complètement autre chose? Donc voilà, tout ce côté-là qui est vraiment assez sympathique. Et puis après, sur le terrain de jeu, c'est vraiment de la tactique. Voilà, donc c'est un jeu vraiment assez plaisant, je vous encourage vraiment à vous y intéresser si vous aimez les belles figurines et les jeux tactiques. Donc je remercie Monolith de m'avoir envoyé cet exemplaire de jeu, et puis si le jeu vous intéresse, vous avez une prochaine vidéo qui va arriver encore une fois avec l'apprentissage direct, donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne directement, comme ça vous serez prévenu, vous pouvez liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis vous avez bien sûr en description le lien de la page Kickstarter avec Isfet dans lequel vous pouvez vous procurer Isfet ou alors Ragnarok si vous préférez la mythologie nordique, ou pourquoi pas les deux si vous êtes assez gourmand. Voilà, faites-vous plaisir en tout cas, merci à vous et à bientôt. Salut à tous.